Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce soir, un souhait que les Congolais méritent de vivre dans la paix pour assurer leur développement. Tel est le souhait formulé par le président en exercice de la SADC. Développement dans un instant. Pas de panique. La relique de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, est en sécurité. Le gouvernement rassure et précise 6 personnes en détention. Nous verrons cela dans un reportage. L'actualité, c'est aussi cette mesure. Aucun document lié à l'importation, tout comme à l'exportation, ne sera traité à la DGDA sans passer par les guichets uniques. Mesure communiquée par le ministre Julien Paluku au personnel du guichet unique intégral du commerce extérieur. Détail dans le corps de ce journal. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Nous allons commencer avec un souhait. Le Congolais mérite de vivre dans la paix pour assurer leur développement. Tel est le souhait de la SADC formulé par son président en exercice avant d'évaluer la mission d'engagement de la sous-région en faveur de la RDC dans le cadre du programme Samy Duercy. Détail dans ces reportages. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Harare au Zimbabwe où il a pris une part active au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les participants se sont apaisantis sur la situation de l'Est de la RD Congo où les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 violent l'intégrité du Congo-Kinshasa. Le déploiement des forces de la SADC dans cette partie du pays a été passé en revue. Le président de la RD Congo, qui a écouté ses pairs sur l'évaluation de l'engagement des forces de la SADC dans son pays, a avec eux déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de son territoire. Raison pour laquelle, à la demande du président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Nangangwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo. Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit. La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la Samy DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, a porté des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale. Toujours au-delà de nos frontières, renforcement de relations bilatérales RDC-Canada. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est saisie du partenariat économique du Canada et son appui pour le maintien de la paix dans l'est de la RDC. Elle a échangé avec son homologue canadien Chimandondo Pompomba et Patrick Djokoukou. Kinshasa et Ottawa se tournent résolument vers un avenir commun, plein d'opportunités économiques et d'investissements prometteurs. Avant de conclure son séjour à Ottawa, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a eu un échange décisif avec son homologue canadien Justin Trudeau. Ensemble, ils ont abordé des sujets cruciaux tels que le renforcement de la coopération entre la RDC et le Canada, ainsi que les stratégies nécessaires pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Cette rencontre vient dans le cadre du renforcement de nos relations bilatérales dans le niveau économique et diplomatique. C'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Mais pour nous, c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada
en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique, et aussi remercier le Canada, non seulement pour l'accueil, mais aussi pour toute la coopération qui se fait au niveau du pays. Pour sa part, le Premier ministre canadien a exprimé l'engagement fort de son pays à intensifier ses efforts en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. Ce pays si jeune, la jeunesse prend vraiment sa place. Alors il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Et évidemment, on va parler de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. Ces engagements envers la RDC remontent à plusieurs années, témoignant d'une relation solide et durable. Il est essentiel de souligner que cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement s'inscrit dans une dynamique et renforcement de relations bilatérales, tant sur le plan économique et diplomatique. Ensemble, ils envisagent un avenir riche en collaboration et en prospérité pour leur nation. Au pays, vitres brisées, cercueils par terre, le mausolée de Lumumba a été vandalisé. 6 personnes en détention, le gouvernement rassure la population. La relique de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC et en sécurité. Bobo Mokondi. Des zones d'ombre se dissipent peu à peu autour des l'acte de vandalisme dont a été victime le mausolée de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Après la réunion présidée ce mercredi par le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, à laquelle a pris part la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine Yolande Léby, une liste des 6 présumés auteurs de cet acte a été rendue publique. Il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Sur la destination qu'aurait pris la relique de Lumumba, le patron de la sécurité nationale, Jacquemain Chabani, rassure de sa sécurisation. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Rappelons que le mausolée de Patrice Emery Lumumba, situé dans la municipalité de Limete, a été vandalisé le lundi 18 novembre dernier. Une situation insolite qui a poussé plus d'un Congolais à se questionner sur la sécurisation de ces sites stratégiques et emblématiques du pays. Allez, on change carrément de chapitre. Deux questions liées à la coopération militaire entre Kinshasa et Londres au centre de discussion entre le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et l'ambassadrice britannique en RDC. Autre sujet évoqué, le mandat de la MONUSCO et le processus de Luanda. Sandra Nyangi. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les enjeux du mandat de la MONUSCO, le renforcement de la coopération militaire avec la possibilité des échanges des attachés de défense et un accompagnement de la réserve armée de la défense, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et le processus de Luanda, autant de questions évoquées au cours de cet échange entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, et l'ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Alison King. Le VPM avait exprimé de façon très claire la position du gouvernement congolais, son engagement avec le processus de Luanda, son engagement de respecter le cessez-le-feu du 4 août. Et pour moi, c'est très bien de voir cette volonté politique de rester engagé dans ce processus parce que, comme M. le VPM a dit, ce sont les Congolais qui ont besoin de la paix et nous, en tant que Royaume-Uni, nous sommes là pour accompagner cette recherche.
Dans une quête de paix durable dans les zones en conflit et la montée en puissance des FARDC, vision chère à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a réaffirmé la volonté du gouvernement central à venir à bout des agressions barbares dont la République démocratique du Congo est victime et à restaurer la paix de manière durable sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité également, le FARDC contrôle la vallée de Mwalika, le triangle de la mort dans le nord Kivu, fruit de la coopération conjointe FARDC et UPDF de l'Ouganda dans le secteur de Rwenzori. La population vaque librement à ses occupations. Oscar Mbalkaïj. Les opérations conjointes FARDC et UPDF de l'Ouganda ont totalisé cette année 3 ans. Des opérations dénommées Souja qui ont permis de neutraliser plusieurs bastions des terroristes EDF-MTN. Le lieutenant-colonel Marc Azoukai précise. Nous avons le contrôle de tout ce qui était jadis le bastion de l'ennemi, à savoir la vallée de Mwalika qui était considérée comme le grenier de l'ennemi, le centre de transit et de formation des recrues. Nous avons le contrôle de Mwalika, nous avons l'endroit emblématique de l'ennemi à l'époque qu'on avait baptisé le triangle de la mort. Les populations locales accèdent aujourd'hui à leurs champs riches en cacao, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Nous sommes fiers de ces Ougandais, nos amis qui sont venus à la rescousse de nos frères FARDC pour éradiquer les ADF, parce qu'avant leurs arrivées, bien que les FARDC fournissaient leurs efforts, mais ils étaient toujours débordés. Mais avec l'appui des Ougandais, quand même on est en train de vivre comme auparavant. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, qui ne savait plus exercer ses activités, a repris avec des patrouilles dans les parcs de Virunga. Plusieurs armes lourdes et légères ont été récupérées et des otages, parmi lesquels des esclaves sexuels, ont été libérés. Sur instruction du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Tchoué Songesha, les sous-chefs d'état-major général et commandant Front Nord, le général Chiko Chitambwe, effectuent souvent des descentes de terrain pour réarmer le moral des hommes des troupes. La page EDF est en train d'être tournée dans la partie Grand Nord de la République démocratique du Congo. Autre grand titre de ce soir, c'est un engagement ferme du gouvernement de la RDC. Les assises de la commission paritaire gouvernement syndicale de l'administration publique ont fixé un nouveau cap dans l'amélioration de conditions salariales. Nadine Kiloso, Cédric Enina et Moké Malouma. Le gouvernement met le cap vers les perspectives du relèvement des défis du redressement et de la modernisation de l'administration publique congolaise, non pas à coup de demi-mesures, des résolutions à court terme ou des recettes empruntées au passé, mais en mettant en œuvre des transformations profondes telles que l'avènement de la nouvelle politique salariale qui figure parmi les engagements pris par le gouvernement en marge des travaux de la commission paritaire de Libois et qui devra être élaboré avec les concours des différents bons syndicaux. Il est temps, plus que temps, d'arrêter avec des petits rafistolages pour regarder les choses avec un peu plus de sérieux. Dans le cadre, comme l'a souhaité le président de la République, de la définition d'une nouvelle politique salariale. Vous et nous, ensemble. Voilà pourquoi nous avons privilégié cette fois-ci de prendre les choses à bras le corps, de taureau par les cornes, pour essayer ensemble de lucidement de regarder les choses en face et de définir tout ce qu'on peut faire comme réforme, bien sûr, est positif. Nous allons changer les cadres améliorés, créer. Le président nous a demandé de réfléchir sur comment on améliore le cadre de travail, comment on construit de nouveaux bâtiments avec les cadres organiques. Ce que nous avons fait, la mise en place d'un fichier fiable au sein de l'administration publique, la fluidification de la retraite, la clarification dans le processus de recrutement, la transformation numérique, la redéfinition des cadres organiques, mais aussi du cadre juridique. On peut dire que nous sommes là en train de construire l'âme et l'esprit de notre nouvelle administration. Mais il va manquer les corps. Il faut que l'État puisse construire, se donner la mission, et c'est ça la volonté qui a été exprimée par le président de la République. Je le répète, la plus grande réforme que nous aurons à mener, c'est celle
relative à la nouvelle politique salariale. L'établissement de la nouvelle politique salariale est une question clé pour une gestion sérieuse et responsable de tous les aspects liés à la bonne marche de l'administration publique. Ceci va permettre de stabiliser le pouvoir d'achat des agents publics de l'État et lutter contre toutes sortes de disparités. Dans un registre similaire, hier mercredi, le comité de suivi a donné de précisions sur le retard observé au mois d'octobre. Et bonne nouvelle pour le fonctionnaire de l'État, la paye pour le mois de novembre a débuté depuis vendredi passé. Sylvain Moemo et Narcisse Makani. Suivant les instructions données par la première ministre Judith Suminwa Tuluka sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la paye doit être exécutée chaque le 28 du mois au plus tard. Au regard du retard de processus de traitement de la paye du mois d'octobre qui a été causé par de nouvelles actions au niveau du secteur de l'enseignement primaire et secondaire et de multiples opérations liées à l'intégration des nouveaux mécanisés dans le système. Pour Yannick Issa Sindelo, vice-président et président intérimaire du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, la paye du mois de novembre 2024 a été déjà lancée depuis le vendredi dernier, ainsi qu'ensemble avec les opérateurs de la paye, des dispositions nécessaires ont été prises pour la reprise à la normale de la paye qui doit intervenir au plus tard en date du 28 de chaque mois. Parmi les particularités qu'on a pour la paye de ce mois, c'est que la paye va se dérouler pratiquement de manière simultanée entre les trois secteurs à mise à jour mensuelle, c'est-à-dire les FARDC, la PNC et puis la DINACOPé, avec les autres catégories, je dirais, des agents et fonctionnaires de l'État. Et on a passé vraiment du temps avec les opérateurs de la paye pour nous assurer que l'échéance soit tenue. Et de conclure que dans le cadre de la feuille de mise en route du comité de suivi de la paye, une équipe sera déployée sur terrain afin d'évaluer le processus de la paye et de confronter les différentes réclamations enregistrées régulièrement et d'y apporter des solutions. Je le disais à l'entame de cette édition, aucun document lié à l'importation tout comme à l'exportation ne sera traité à la DGDA sans passer par le guichet unique. Cette mesure communiquée au personnel du guichet unique intégral du commerce extérieur par le ministre Julien Paluku. Eric Kabamba pour le reportage. Une descente du patron du commerce extérieur aux installations du guichet unique intégral qui vient de donner un peu de zèle aux agents et cadres de ces guichets. Devant le personnel de cette entreprise, Julien Paluku Kaonga vient de faire une très grande annonce. Désormais, aucun document lié à l'importation tout comme à l'exportation ne sera traité à la DGDA sans passer par les guichets uniques. C'est la forte mesure prise par le gouvernement congolais pour mettre fin à la tracasserie administrative des documents aux importateurs et exportateurs et aussi réduire les temps de traitement de chaque dossier. Lorsqu'on rend la procédure électronique, c'est qu'on réduit le temps de traitement des dossiers. Et l'expérience que j'ai eue ici au CEDIS, c'est qu'on a pu réduire le temps de traitement des dossiers de plus de 2 semaines en 4 heures. Alors l'appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques congolais, c'est d'utiliser les guichets uniques intégral du commerce extérieur. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est au niveau des services des douanes, pour ne traiter les dossiers qui ne sont passés que par les guichets uniques du commerce extérieur. Opérationnel depuis 8 ans, les guichets uniques est une plateforme électronique mise en place pour faciliter toute démarche d'import et export. L'année dernière, ce guichet a traité 300 000 dossiers sur toute l'étendue du territoire national, un chiffre estimé encore très peu par Julien Paluku Kaonga. Tout à fait autre chose, le ministre délégué à l'urbanisme poursuit ses itinérances à la quête de solutions pour de villes à Sidi. C'est jeudi, il a été au quartier Pakadjouma de la commune de Limete, Luzen Tsakala et Jer Kabamba. Tel un secouriste, le ministre délégué à l'urbanisme ayant en charge la politique de la ville est à la quête des solutions pour des villes assainies. Tengetelito aura toujours de l'énergie à revendre pour réduire les inégalités entre les villes de la RDC. Le jeudi 21 novembre 2024, le ministre délégué à l'urbanisme, accompagné des membres de son cabinet, a inspecté en premier la rivière Gombe sur l'avenue de la Justice. Question pour lui de s'assurer que le lit de la rivière n'est pas la cause des inondations dans la ville capitale.
Juste après, le cap a été mis sur Pakadjouma, un quartier atypique de Limete. Sur place, le ministre a reçu des explications du chef de la localité, du bourgmestre et de la présidente de l'ONG Pakadjouma Résilience. Nous avons toute une population qui est ici avec des enfants qui sont organisés, qui vivent avec différents problèmes qui sont ici. Et dans le cadre de la politique de la ville, il est de notre devoir de proposer des pistes de solutions pour que ces personnes aient un meilleur accès, que ce soit à l'eau potable, à l'éducation. C'est l'éducation qui permet de garder ces enfants loin des différents problèmes. Alors, et c'est un problème qui tient vraiment à cœur à son Excellence Monsieur le Président de la République, aussi à son Excellence Madame la Première Ministre. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici pour nous accueillir de ces problèmes. Et fort de cela, d'ici le 15 décembre, nous allons proposer des pistes de solutions, mais aussi des mesures contraignantes qu'on devra prendre, que ce soit lié à la salubrité, que ce soit lié au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau du développement. Cette itinérance se veut régulière pour aborder de manière spécifique des problèmes de chaque ville de la République démocratique du Congo. Et puis, ces deux sujets au menu de la rencontre entre le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la RDC et celui de la République centrafricaine, la mise en service de la centrale hydroélectrique Grand Bangui pour la cité de Zongo et le renforcement de la puissance de la centrale de Mobaïmbongo. Yvette Mankuntima et Alain Bikaï. Le dossier de la centrale hydroélectrique du Grand Bangui était sur la table des négociations entre la partie congolaise représentée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et pour la République centrafricaine, Arthur Bertrand Piri, ministre de l'Énergie. Avec ces projets intégrateurs, la cité de Zongo dans la province du Sud-Bangui sera totalement électrifiée. Du côté centrafricain, l'on note que tout est fin prêt pour la cérémonie à laquelle devraient prendre part les deux chefs d'État. Dans la République centrafricaine, l'électricité est produite dans le cadre de l'intégration sous-régionale. L'électricité est partie de Bangui pour alimenter la ville de Zongo. Ça faisait partie des promesses du président Tshisekedi à la population de Zongo et cela est devenu réel. Donc il faut l'électricité aujourd'hui, vous arrivez à Zongo, il y a l'électricité là-bas, donc il faut organiser la cérémonie officielle qui verra la présence des deux chefs d'État. Ce projet vise à l'amélioration de la qualité de la vie des part et d'autres de Mobaïmbongo, province du Nord-Ubangui. Dans le chapitre de l'agriculture, deux intrants et tracteurs remis aux agriculteurs dans la province du Haut-Katanga. Un geste fort du gouvernement congolais qui démontre sa détermination de tourner désormais son regard vers le secteur agricole pour booster l'économie congolaise. Ces tracteurs de marque premium CAS IH de Congo Motors et ses intrants superposés sur ce gros véhicule viennent d'être remis au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, par le président de la République lors de son dernier passage dans cette partie du pays. Et ceci sous les regards admiratifs du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe. La remise de ces équipements agricoles entre dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 lancée il y a quelques jours avec comme thème « Rentrons tous au champ ». Ces lots de matériel agricole sera remis à tous les agriculteurs de cette province pour ainsi améliorer la qualité et la quantité de la production agricole. Ces tracteurs CAS HI de Congo Motors vont certainement apporter un coup de pouce dans la politique de la mécanisation de l'agriculture sur les sols congolais. Sûrement, l'idée vous a déjà traversé la tête, cette idée d'apprendre aux plus jeunes les valeurs morales scientifiques sur le modèle de ceux qui ont impacté positivement la société. Et bien, les élèves de Kinshasa ont appris de Jean-Jacques Mouyembe. Sévérine, Pascal Catane. Ces élèves concentrés à l'amphithéâtre de l'INRB sont du groupe scolaire Aurore.
à la rencontre du professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe pour suivre une séance d'éveil scientifique et encourager les jeunes aux études tout en ayant un rêve et un but. C'est tout le sens de ce programme intitulé « À la rencontre du professeur Jean-Jacques Mouyembe » initié par le Dr Michel Mouvoudi, écrivain et chercheur congolais, afin d'offrir aux élèves l'opportunité de découvrir cette grande personnalité et comprendre le rôle de la recherche scientifique dans le développement d'un pays. Cette première école, visiter le professeur, c'était aussi pour que les élèves comprennent quels sont les secrets, n'est-ce pas, d'un tel succès, d'un tel chemin, et quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut bâtir un pays. Chacun a reçu l'ouvrage du docteur Mouvoudi, intitulé Jean-Jacques Mouyembe. C'est une fierté et un honneur en ce jour d'avoir eu le temps d'être avec le professeur pour comprendre et connaître un peu sa vie, comment les choses se sont déroulées. Je vais redire ce que le professeur a dit, mais c'est très essentiel de croire en ses rêves pour arriver là où vous voulez arriver. Cet espace de discussion entre élèves et les personnalités importantes de la RDC est financé par les ressources personnelles de l'auteur avec les encouragements de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou. Se poursuivra dans d'autres écoles de Kinshasa et de l'ensemble du pays. Nous allons quitter Kinshasa pour le Bazoélé. La ministre de la Jeunesse a lancé la campagne d'éveil patriotique. Après un accueil chaleureux lui réservé à l'aéroport de Bouta, chef-lieu de la province de Bazoélé, la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, Noéla Aeganagato, a présenté ses civilités au gouverneur Mike Mounene, avant de s'entretenir avec les élus provinciaux pour les informer de l'objet de sa visite. Noéla Aeganagato est allé lancer la campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique à la jeunesse de cette partie du pays. C'est tout d'abord un état des lieux de la division provinciale du ministère de la Jeunesse et le retour au bercail, comme on va le dire, venir voir les notables et tous les responsables de la ville, bien sûr, pour échanger et voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons encadrer et accompagner les jeunes. La rencontre avec les mamans de cette province était plus pathétique, exprimant une immense joie de recevoir leurs filles élevées en dignité jusqu'au niveau du numéro 1 de la jeunesse. Des pistes et des solutions ont été dégagées pour une meilleure prise en charge sociale de la jeunesse du Bazoélé. Tony Bolamba, ancien gouverneur de l'Équateur, soutient la révision constitutionnelle. Il demande par ailleurs à la population de ne pas céder à la manipulation. On l'écoute au micro de Mera Ndeke. Il est partisan de la révision constitutionnelle depuis 2014, alors qu'il dirigeait la province de l'Équateur. Aujourd'hui, 10 ans après, Tony Bolamba est resté constant et maintient sa position. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Il y a 10 ans, la majorité présidentielle de l'époque voulait modifier la Constitution et je l'avais soutenu. Parce que pour moi, en parcourant toute notre Constitution, j'estime qu'il y a des textes que nous devons revoir. Par là, quand vous me posez la question si c'est les moments, il n'y a pas des moments. Parce que l'article 218 de la Constitution n'a pas prévu des moments. Pour M. Bolamba, plusieurs articles de cette Constitution sont sujets à des révisions et cela compte tenu du dynamisme de la vie politique et du contexte. Il argumente avec des exemples concrets. Je prends un exemple. Dans notre Constitution, en cas de vacances du pouvoir du président, c'est le président du Sénat qui prend les affaires. Et si les deux ne sont pas là, qui prendra les affaires? La Constitution n'a rien prévu. C'est vide. Si on prend l'article 91, censé être révisité pour donner au seul président de la République les droits de définir la politique de la nation. Posons-nous à présent cette question, que faire pour matérialiser la vision du garant de la nation dans le secteur de l'entrepreneuriat au Congolais? La question a intéressé le corps des élites scientifiques de l'UDPS. La nécessité d'accompagner les porteurs des projets de création des entreprises pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retenu l'attention du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Pour ce faire, une matinée scientifique était organisée pour cerner les contours de cette problématique. Dans son exposé, le directeur général adjoint de l'Agence de développement et de l'entrepreneuriat congolais, Anadek Mathieu Mouboyaï, s'est tardé sur les réformes menées par les chefs de l'État et les missions de cet établissement public. Depuis que le président de la République
mesures d'accompagnement qui ont été créées par lui, notamment l'ANADEC. Donc vous avez un projet, vous voulez créer une entreprise. Si vous venez à l'ANADEC, on va vous prendre en charge jusqu'au financement. Et on va vous donner ce qu'on appelle un renforcement des capacités pour bien développer soit votre produit ou bien commercialiser votre service. Ces projets qui financent, l'ANADEC accompagne ces porteurs de projets ou ces entrepreneurs vers certains partenaires. La science au service du peuple reste le leitmotiv de cette structure technique de l'IDPES. Et puis c'est communiqué avant de nous quitter. Avis au public numéro 001/2024, la société Matadi Corridor Terminaux à conteneurs, concessionnaire du terminal à conteneurs de Matadi au sein du port de l'Onatra est fière d'annoncer le lancement officiel de ses activités prévues pour le 22 novembre 2024 dans l'optique de fournir un service de qualité et répondre efficacement aux besoins de notre clientèle. Nous invitons cordialement tous les importateurs, exportateurs, transitaires et armateurs à prendre contact avec notre service commercial pour le conteneur plein porte déchargé et le conteneur plein export admis sur le terminal avant le 20 novembre. Veuillez vous adresser au guichet de l'ONATRA pour le démarche nécessaire comme traditionnellement pour le conteneur plein import déchargé, le conteneur plein export et le conteneur vide admis sur le terminal après le 22 novembre. Veuillez contacter le service de l'entreprise suivant: guichet MCTC, avenue de la Poste, bâtiment Ami Congo Matadi, le numéro de téléphone 00 243 983 025 802. Nous vous remercions de votre confiance et sommes impatients de vous servir. Signé la direction générale. Et puis ces derniers communiqués, le service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité informe l'opinion nationale sur le programme des obsèques du conseiller spécial honoraire, M. Constantin Nono Loutoula, décédé dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 novembre 2024. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 21 novembre 2024, veillée mortuaire dans la salle Kofi, 6 avenue Malemba Nkulu au numéro 3, quartier Sosimat, commune de la Gombe, référence médecin de nuit. Vendredi 22 novembre 2024, à 10h de Kinshasa, l'évêque du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et exposition pour le dernier hommage. 11h30 de Kinshasa, départ pour le cimetière de la Gombe. 15h de Kinshasa, bain de consolation dont la famille Kofi s'est communiquée tient lieu de faire part. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à André Njika, Yolande Voka, Gumatundu, Camille Kilimba, Alain Galia, Ernest Boulikoko pour avoir réalisé cette édition. À toutes et à tous, bonsoir chez vous.